On est le 25 avril et c'est la journée de la loose. Alors on a invité Bérengère Krief, Mao Drama, Arnaud de Samer et Manu Payette pour parler de leur pire loose. Qui veut de l'eau? Ouais. Ah oui, non. Bienvenue dans Bande de Losers. Je m'appelle Arnaud et je suis gérant d'une société d'événementiel. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que j'ai mis sur une application de rencontre. Si on attaque tout de suite dans la loose, voilà, mon inscription a duré environ 2 semaines, 2-3 semaines. Donc t'as pas rencontré l'amour de ta vie? Non, parce que moi l'idée c'était de rencontrer quelqu'un qui me connaisse, qui me connaisse pas. Genre à base de qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça et tout. Et puis non, j'ai eu un rendez-vous, mais la personne connaissait mes sketchs par cœur. Une interview. Et donc j'ai arrêté. Et comment je me sens à ma place d'être invité à la journée de la loose, c'est vraiment je me sens à ma place. Alors bonjour, moi c'est Mao, j'espère que vous allez bien. Mao. Bonjour Mao. Bonjour à tous. J'étais journalope avant et maintenant je suis toujours un peu salope mais sur scène. Et je fais du stand-up dit engagé et féministe. Je me suis aussi inscrite sur un truc de rencontre. Je suis pas encore connue donc j'ai pas eu ce problème. Et ma couleur préférée c'est les paillettes. Je me sens bien, je suis une vraie loseuse. Moi j'ai eu que des échecs dans ma life sur lesquels j'ai fait mes meilleures victoires. Donc j'ai vraiment hâte qu'on en parle et qu'on se partage comment on se relève de tout ça. Les paillettes c'est bien, moi c'est mon nom de famille. Je m'appelle aussi Emmanuel. Et non, moi je suis content d'être là. Je suis en promo en fait en ce moment pour mon spectacle, donc je prends vraiment tout ce qu'il faut faire. Et il y avait journée de la loose, j'ai dit allez, pas de galère. Let's go. Voilà. Bah moi je m'appelle Bérengère. Bonjour Bérengère. Plus fort. Je m'appelle Bérengère. Je suis diplômée en loose, c'est vrai. J'ai la sensation avec le temps, je dirais, de savoir sublimer la loose, notamment dans le spectacle que je joue en ce moment qui s'appelle Amour. J'ai pris toute la loose de l'annulation d'un mariage et d'une rupture et j'ai essayé d'en faire, en tout cas, de transmettre quelque chose d'une loose. Je suis en CE2, donc j'ai quel âge? 8 ans? 7-8 ans. Et je suis très amoureux de Coralie. Et à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, les téléphones, tout ça. Donc arrivent les vacances d'été, rentrée de CM1. Donc pendant 2 mois, j'ai qu'une envie, c'est de retrouver Coralie, mon amoureuse. Et le jour de la rentrée, elle n'est pas là. Et je me dis, en fait, elle s'en foutait, machin. Donc tu te mets à... Et figurez-vous que je l'ai retrouvée 40 ans après, l'année dernière. Et elle m'a dit qu'en fait, ses parents l'avaient retirée de l'école parce qu'elle était amoureuse de moi aussi et qu'elle travaillait plus. Non. Et que c'était par amour, en fait, que ses parents l'avaient... Elle avait une relation toxique avec toi en CE2, c'est ça que tu es en train de nous dire? Ouais. Sans se parler. Alors que moi, je pensais qu'elle s'en fichait de moi. En fait, c'était tout l'inverse et je l'ai appris 40 ans après, l'année dernière, en la retrouvant. Est-ce que tu peux raconter ça à la loose cam? Alors, message pour Coralie face à la loose cam. Coralie, pourquoi avoir attendu 40 ans pour me dire ça? Et surtout, pourquoi me l'avoir dit en présence de ton mari et de tes 3 enfants? Ah ouais, d'accord, donc on rigole et on juge. Et c'est véridique, fin du spectacle. Oh là là. Donc je la prends, elle est toujours aussi belle 40 ans après. Je la prends dans mes bras et par-dessus son épaule, je vois le mari derrière. Avec les... Très chelou pour le mari. Avec les enfants. Moi, je sais pas quelle histoire choisir. En fait, moi, je crois que avant la loose avec les garçons et les filles, il y a une loose en dessous encore. Ce que j'appelle la loose et un peu l'humiliation quand même. Ça se regroupe quand même pas mal, le sentiment de honte et d'humiliation. Qui est un truc un peu con, mais en fait, j'avais 6 ans. C'était un mardi soir, et c'était Mardi c'est permis sur M6. Et je regarde le film de Jean-Jacques Hano, L'Ours, vous voyez? Et j'adore le début. Et j'ai un petit frère qui, lui, n'a pas le droit de regarder ce film ce soir-là. Et moi, je me sens grande privilégiée, aînée de la famille, seule devant la télé. Je sais pas où sont mes parents dans la maison. Et puis, le film se termine sur cet ours qui va se faire bouffer par un guépard. Putain, je l'avais pas vu. Et donc, il y a un truc de stress à la fin qui fait que je me mets à pleurer, mais au générique. C'est-à-dire que quand ma mère vient éteindre la télévision, elle voit une petite fille de 6 ans en train de pleurer devant des noms qui défilent. Et elle fait « Oh, mais ça va, c'est fini le film !» Et elle ne sait pas pourquoi je pleure, et elle se fout de ma gueule, en fait. Et là, c'est ma première émotion cinématographique. Et en fait, ça crée un truc un peu derrière où tu te dis « Du coup, quand je serai triste, je vais peut-être pas trop le laisser venir, machin. » Et après, ça constitue quand même quelque chose que quand tu choisis d'être humoriste et que tu choisis de contrôler quand les gens vont rire de toi. Je voulais rebondir sur ce que t'as dit, Bérengère. C'est pas anodin qu'on rigole, je trouve, de nous-mêmes avant que les autres rigolent de nous.
Moi, ma première loose, à laquelle j'ai pensé, c'est que quand j'avais 7 ans, je suis tombée dans une piscine sans eau. Bon, contexte parce que j'espérais être HPI, donc je comprends pas où je marche, mais non, c'est juste que je suis teubée. Et du coup, je me fracture des vertèbres. Du coup, j'ai eu un corset pendant 2 ans. On m'a mis en thérapie parce qu'on pensait que c'était un suicide infantile. Toujours pas, vraiment juste de la tubétitude. Mais du coup, au primaire, je suis pas la fille la plus séduisante. Moi, je passe 2 années sur un lit de camp, en fait, au fond de la classe. Et du coup, bref, j'étais pas ultra séduisante. J'ai toujours aussi été un petit peu potelée. Et je me rappelle qu'il y a un moment où je décide de prendre mon courage à 2 mains et je fais une lettre d'amour à quelqu'un. On dira pas les noms. Ah, ça commence par Ludovic, ça se termine par Lacombe. Je la laisse par quelqu'un d'autre. Et la personne revient, je suis en mode genre alors, il a dit quoi? J'ai avec le corset comme ça et tout, comme dans les années, bref, comme dans les séries américaines. Et il me dit, il l'a même pas lu, il l'a déchiré sous le préau sans la lire. Et là, je me dis, c'est mignon. Outrage. Et du coup, et bref, et plein de trucs pour accepter comment je suis et pas être la meuf la plus belle du collège à cause du fait que mon ventre il sort beaucoup parce que je suis une bonne vivante. Je pense que ça m'amène aussi toujours à faire de l'humour. Un message à Ludovic, avec la webcam du coup. Ludovic Lacombe, je sais que t'as déchiré ma lettre d'amour avant même de la lire. Sache que ça m'a pas traumatisée, ça fait pas 25 ans que je suis en thérapie. Maintenant, à cause de toi, je suis humoriste et je fais des blagues de bite et ma mère m'a pas parlé pendant 2 ans. Cependant, regarde ce que tu rates. Crari. Moi, c'était avec les filles, j'ai l'impression que ça a toujours été la loose de toute façon, quoi. Même quand ça se passait bien. Moi, j'ai passé toute mon adolescence à dire elle est pas là, Vanessa? Mais c'est tellement mignon. Ah oui, c'est vrai, elle était jamais là. À chaque fois que j'avais le droit de sortir, que mes parents me laissaient sortir, c'était la fois où elle venait pas. Ça, c'est la Donc loose. ça, c'est ma life, tu vois. Et j'en venais même, et c'est ça qui rend ouf en fait, j'en venais même parfois à me dire, ok, elle m'a laissé sortir, donc Vanessa sera pas là, donc flemme d'y aller quand même un peu, non? Et donc j'y allais plus. Et ma mère me dit, tu vas plus à ta soirée? Ouais, non, de toute façon, Vanessa sera pas là, donc comme tu m'as dit oui. Et t'y allais pas, et le lendemain au collège, elle était venue en fait. Oh là là, Et donc tu te dis, ok, donc c'est moi en fait. C'est moi qui fabrique C'est l'histoire. moi qui fabrique le bordel, tu vois. Ah Je oui, suis bien sûr. responsable de ma propre loose. Bien sûr. Exactement. J'ai fait une projection autoréalisatrice. Ouais. De Mais la merde. sur 15 ans quand même, c'est long. Ah, mon nom de scène, c'est une loose terrible, ouais. Et tu En vas fait, nous je suis raconter cette improvisateur histoire amateur à l'époque et on me lance pour la première fois de ma vie en impro en public devant 300 personnes, mais c'est vraiment le premier match d'impro de ma vie, quoi. Le thème, l'arbitre dit improvisation ayant pour thème la vie de ma mère. Ah. Et donc, il y a mes coéquipiers de match ce qu'on appelle charger l'improvisateur, il me donne un personnage, il me donne un lieu, il me donne une histoire et tout, pendant les 20 secondes. Et donc je rentre dans la patinoire chargé, mais vraiment j'ai toutes les clés pour faire une putain d'impro. Et comme c'est la première fois de ma vie que j'improvise en public, j'arrive dans la patinoire et je prends conscience qu'il y a tous ces gens-là et aucun mot ne sort de ma bouche pendant 45 secondes, quoi. Mais je suis tétanisé, je dis je vais vous parler de ma mère, j'ai pas connu ma mère. Il se passe rien, quoi. C'est une loose artistique terrible, quoi. Finalement, des gens arrivent et puis l'improvisation se fait. Et le lendemain, effectivement, mes potes disent tiens, voilà, Arnaud, il va encore nous parler de sa mère, il va nous parler de sa mère, il va nous parler de sa mère. Et puis de sa mère est restée, et puis c'est devenu mon nom, quoi. Ah waouh. Génial. Voilà. C'est Book. sa mère. Mais donc, oui, t'as raison, mon nom vient d'une loose terrible, quoi. Mais dans la suite des looses, j'en ai une qui te concerne. Ah oui. Mais oui, en fait, on s'est déjà rencontrés. Moi, j'étais déjà rencontrée. En fait, il y a quelques mois, on m'a demandé d'animer un espèce de plateau de dating où les gens devaient se vendre sous forme de graphique. Je me souviens. C'est impraticable comme scène. Il y a plein de trucs qui font que tu peux bider, un public est pas bon, il y a énormément de bruit, personne s'entend, on me demande d'aller sur scène. Non, mais c'était surtout qu'il y a énormément de bruit. Énormément de bruit. Mais bon, bref, moi je suis là en tout cas et je me dis c'est pas grave parce que franchement je suis payée 50 balles, il y a personne d'important, c'est pas une scène importante. Et je commence en plus en disant ça va, personne me répond, vous êtes un peu mi-molle, c'est pas grave, je suis une femme, j'ai l'habitude. Bide. Et là, je croise ton regard, je suis en mode, pourquoi ce jour-là, il faut que Bérangère Krief, la première fois de ma life, que je la vois. Et je suis ressortie, je suis en mode genre, bon, j'ai perdu ma première rencontre. Non. Et finalement, tu vois, ravie de te revoir non, là. Mais en plus, non, mais Et puis je t'ai pas marqué, je t'avoue que ça me vexe un peu, en même temps, ça me fait tellement plaisir. Non. Ça veut dire que c'était pas une loose si grave. Non, en fait, quand je t'ai vu et que tu m'as dit ton nom, ça ne m'était pas Inconnu. Je me rappelais de toi et je savais plus où. C'était là. Et je me souviens très bien, mais alors Zéro Galère, c'est un endroit où on parle et les gens parlent. On peut pas faire de blagues en fait, Non, si les c'était gens n'écoutent impossible. pas en fait.
Tu vois, un café, un machin, personne on devait vendre nos personne n'a potes la qui avaient capacité de faire marqué. rire qui que ce soit s'il n'y a pas d'écoute. Il y avait une émission de télé. Quand je sais un pas mec si- éternue pendant ta vanne, la vanne n'est pas bonne. Ah Donc bah imagine, c'est... Non, le 120. pire c'est... Mais là, non, c'était mais non, cacophonie les gars, qui tousse. ça Ah, c'est pratique. ça, c'est une autre loose celle-là. Ça c'est le... Quand t'es au restaurant et que t'arrives à ta chute, tu fais « Hello, le mec arrive, attends, Est-ce qu'il y aura le des mec desserts est-ce qu'il y aura des cafés ?» Je le déteste. Tu vois ce gars-là? Ouais, des cafés. Grave. Tu sens Et après elles te disent que « Et alors ?» tu maintiens Non, le... et ta vanne devient de la merde. Et alors après, bah rien, il avait pas de moto. Ouais. C'est horrible. moi, trop. Mais donc, bon, il y a zéro galère. C'était pas mais une loose, c'était c'était une une journée de travail difficile avec des conditions dégueulasses. Et j'ai jamais été payée les 50 balles l'heure. En plus, ouais. alors ça, J'ai c'est pas osé lui demander, je me suis dit, oublions cette Non, mais histoire. c'est horrible bon. quand les gens parlent. C'est... Le vrai bide, c'est quand j'ai fait la première partie de GAD au réservoir. C'est que, bah pareil, là j'ai cru que mais ils avaient pas vu, qu'ils allaient me tuer en fait. Parce qu'en fait, Ah ouais, ils savaient c'était pas qu'il y avait une hostile. première partie. Bah ils savaient pas qu'il y avait une première partie. Bah oui, C'était pas oui, annoncé, mais il s'est pas ils s'attendaient avec le pas. micro, Ils étaient, tu vois, c'était en 2007 ou un truc comme ça, 2008. Et les gars, Ils attendent GAD, tu sais, GAD c'était une petite salle, c'est la première fois qu'ils refaisaient une petite salle. Ils avaient réussi à avoir des places. Il y avait genre, je sais pas, 200 personnes, mais comme ça. Les gars, ils étaient dans un état. Concert privé de Chirac, tu vois, pareil. Ouais. Et je lui dis peut-être qu'on devrait dire quand même que tu es à moi, non? Parce que je Ah me oui, sens t'as un peu annoncé. chaud. Plus pour toi, là, quand même. Je dis, ouais, mais comme d'hab, il y a zéro galère. Et tout, t'arrives, et justement, ça fait partie du taf de la première partie. Tu t'imposes, voilà. Je fais, ouais, parce que là, je regarde les gars. Je pense qu'ils vont pas vouloir, moi, que je m'impose. J'avais bien senti. Et je me dis, allez, Manu, oh, oh. Et j'en avais fait d'autres des premières parties de lui, tu vois. J'en avais fait plein. Donc, il me dit, non, mec. Ouais, non, je sais pas, je dois me faire un film, t'as raison, c'est con, je sais pas pourquoi, c'est con. J'arrive, bonsoir. Et là, les gars, c'est qui ce mec? C'est qui ce gars? C'est mais genre j'ai reculé un peu, je fais, non, j'en ai juste pour 7 minutes. Ok, 6, bon, 5, 4, une seule balle, bisous, bye, bam. Et l'horreur, et je me suis dit, est-ce que je pleure? Est-ce que j'arrête ce métier? Oui, Tu vois? Avec Gad qui rentre sur ses fait. Bon les gars, quand même. Pas sympa. Le gars, quand même, le gars est mal, hein. Bon, allez, bonsoir. Qui meurt? Putain. Non mais pourquoi je dis ça? C'est que ce soir-là, dans la loge après, mais je n'osais plus sortir de la loge. C'est-à-dire que j'avais Ouais. l'impression que, voulais pas alors que croiser j'ai les gens joué du devant public, 150 personnes, j'avais l'impression que tout Paris m'avait vu, la France m'avait vu, la Réunion m'avait vu. Et je ne voulais plus sortir de la loge. Et les gars me disaient, ouais Manu, viens, je te jure, tout le monde est parti, il reste vraiment 3 gars. Je dis, non, mais je vais attendre encore un peu, que vraiment... Ah oui, tu voulais pas les croiser. Non, je voulais Voilà, pas, je faisais Ce aucun regard de la regard, tu honte, vois. moi aussi, j'ai déjà eu. Et le producteur, qui était Gilbert Coulier, de GAD à l'époque, entre dans la loge et vient me voir. Genre, imagine jusqu'à où ça va, tu vois. Il dit, Il me bon, fait un il va câlin. voir le gars parce que le gars est vraiment. Et il me dit, écoute mon gars, je sais ce que tu as vécu ce soir, c'était compliqué, franchement, mais ça arrive toujours dans la carrière d'un comique. Tu démarres, c'est normal que ça t'arrive. Puis surtout, vous êtes tellement habitué à l'école à avoir fait le con. C'était vous la star de la classe. Eh ben maintenant, c'est plus vous. En fait, il y en a d'autres. En fait. Ça peut pas être que vous. Et il me dit ça, je fais ouais, mais enfin bon, c'est dit un peu de manière quand même un peu violente. Il me dit en tout cas, moi j'ai vu ce que tu as dit là ce soir, ce que tu as réussi à dire. Je trouvais ça vraiment pas mal. Et si un jour tu as besoin d'un producteur, parce que peut-être que tu vas galérer à en trouver un après ce soir, je serai là. Et moi, je le ferai. Et je suis retourné le voir quelques années plus tard. Et je lui ai dit, tu sais ce que tu m'as dit dans la loge? Il me dit, ah ouais, j'ai pas oublié. Et aujourd'hui, on travaille ensemble. Non Ouais. Incroyable. Comme quoi. Toujours croire en Ouais. ses rêves. Ou toujours, D'une défaite naît une toujours croire victoire. que la loose, C'est pas si grave. c'est pas forcément. Bah, c'est pas autant pire que dans ta tête en fait. Non, mais expérience de bide sur un truc prémonitoire. 2004, festival de Dinard. Ouais. Xavier Le Breton, directeur du festival de Dinard, il me fait faire mon premier festival à Dinard. On a une demi-heure par artiste. Je monte sur scène et à l'époque, moi, c'est François Rollin qui est mon maître absolu, quoi. Qui est vraiment qui est ma lumière, qui est mon guide. Et je rentre sur scène et je vois Rollin qui traverse la salle comme ça et qui vient s'installer au premier rang. Rollin qui ne rigole à jamais rien hein, et qui se met comme ça. Et je ne vois que lui parce que je suis vraiment sur scène et il s'assied au moment où je rentre sur scène. Donc je ne vois que lui s'asseoir et il est comme ça. Je fais 30 minutes de silence absolu. Mais quand je te dis un silence absolu, c'est un bide intersidéral. Je crée de l'incompréhension, un malaise dans la salle comme jamais, comme rarement on a pu sentir dans une salle de spectacle. Vraiment, c'est terrible.
Et puis je ne sais pas pourquoi, je vais au bout de ces 30 minutes. N'importe qui d'entre nous avec un peu de métier, aurait coupé au un bout petit de 15 minutes, trouve trouve une chutasse à 2 balles, hop, s'esquive et tout ça. Non, Ne croise pas les autres, reste en loge. moi je fais mes 30 minutes comme un bon débutant. Un gros mazo. Comme un gros mazo. Et puis attends, je vous ai pas raconté l'autre fois. Je fais mes 30 minutes. À l'époque, donc c'était un duo belge qui s'appelle les Indésirables qui passait derrière moi. Ils font 30 minutes après moi. Ils retournent la salle. Donc le problème, c'est vraiment Tout toi. à fait Ils retournent la salle. C'est pas un public froid, apparemment. Et à l'époque, il y avait un vote du public. Donc le public sortait Tu dois à relayer l'époque de ça. Non. Et ouais, il y avait un prix du public et ils votaient. Je suis le seul de l'histoire du festival de Dinard à avoir eu 0 voix. Il y a 450 spectateurs dans cette putain de salle. 450 tickets pour les Indésirables. Ma fiancée de l'époque était là. Rond. Elle m'a dit, écoute, j'ai pas eu la force de mettre ton nom. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Ouais, je ne pouvais pas. Alors l'histoire fait que après, il s'est passé tout ce qui s'est passé pour moi et c'est chouette et je suis devenu le présentateur officiel du festival et tout va bien et que maintenant je suis que maintenant je suis chez moi là-bas. Mais pour rejoindre ce que tu disais là, le lendemain soir, on vient voir Rollin, on met une bouteille de rouge d'abord sur la table histoire de, tu vois, ça va. Et on lui demande, on lui dit. Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'a fait de sa mère? Il a dit, j'ai bien aimé ce que vous avez essayé de faire. Alors, c'était raté. Hein. Et il dit, il a dit cette phrase magnifique, et je conclurai là-dessus. Il a dit, il y a 17 erreurs à ne pas commettre en one-man show. Tu t'es efforcé à toutes les commettre, une par une, et dans l'ordre. François Rollin, quoi. C'est un génie, quoi. Génial. Et voilà. Et il m'a dit, voilà, tu les as toutes commises. Et François Rollin deviendra co-auteur de 2 de mes one-man shows et metteur en scène. Et voilà. À partir de combien de temps on peut rire d'une loose? Et est-ce que c'est immédiat? Par exemple, moi, sur le mariage, j'ai fait des blagues un peu trop tôt. Pour les gens, tu sais, ils sentent que c'est ils se disent, nous, on n'est pas... On n'a rien demandé, en fait. Ouais. Et t'as un peu de colère, parfois, c'est plus un tu vois, c'est pamphlet encore... que- c'est pas digéré, quoi. Et donc, tu dis aux gens, voilà. Et alors Ouais, tu leur passes Qu'est-ce un que- truc hein dont ils ont pas. Eux, ils viennent Et passer une bonne ouais. soirée, puis Il y tu a un leur temps de passes un truc. digestion. Et t'as pas ouais. la suite, en plus, tu sais pas ce que t'en fais, t'es juste là avec ta patate Ouais. chaude et Ouais. tu la refourgues aux gens. Ouais. Par exemple, moi, le spectacle que je joue là, c'est la rupture d'il y a 8 ans. Mm. Donc, t'imagines Oui. le temps qu'il faut pour... Enfin, ça fait 2, 3, 4 ans que c'est déjà digéré, mais oh là là. Moi, je te comprends complètement sur les J'aurais temps pas longs. pu. Ouais. Enfin, Et tu le je suis sens, archi de toute désolée de façon. t'interrompre, mais ça me fait penser à un bail. Genre, moi, mon daron, il est bipolaire, j'en parle dans le spectacle et tout. À 13 ans, il m'a oublié à l'aéroport de Bangkok, j'ai dû être rapatriée, machin. En fait, ce qui m'a fait vouloir en parler sur scène, c'est parce qu'il y a 2 ans, pendant le confinement, il a fait une crise maniaque très grave, j'ai dû l'hospitaliser, ça a eu des répercussions sur beaucoup de gens et dont moi. Et en fait, ce qu'il en est sorti, là, c'est un sketch que j'ai écrit en avril sur le truc qui m'est arrivé à 13 ans, parce que là, je sais que ce qui m'est arrivé il y a 2 ans, il va me falloir 10 ans pour en parler, mais du coup, j'ai 28, moins 13. 15. Il m'a fallu 15 ans pour le digérer et en faire une vanne. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'au début, moi aussi, j'étais allée sur scène juste après l'avoir hospitalisé. J'étais en mode genre, oui, puis alors c'est super méchant d'être super méchant. Et voilà, exactement, le public était en mode genre, je comprends pas de cette colère. Excusez-nous, Tu expliques. parce que nous, on n'est pas venu voir un spectacle d'humour. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, Ouais, c'est absolument. Ouais, exactement. Je sais pas, moi j'ai écrit un sketch sur le décès de mon père à 18 mois après son décès, donc c'est tôt quoi. C'est tôt quand même. Tu t'es senti comment quand tu l'as fait? J'ai appelé ma mère. Ça, c'est fort. En fait, je vais te dire, il était décédé tellement récemment que il était encore très présent. Et donc j'ai appelé ma mère, je lui ai fait le sketch au téléphone, je lui ai dit est-ce que ça te fait marrer, est-ce que ça le fait marrer? Elle me dit oui, c'est très drôle et tout. Et en fait, il était tellement encore présent qu'on a un peu validé. Il a validé ce sketch parce que. Je sais pas si c'est compréhensible ce que Non, je dis, mais ça te sonnait juste, tu sentais que c'était juste. Ouais. Bon, je vous explique, je suis pas folle, je préviens. Mais en fait, hier soir en rentrant de scène, j'avais rien à faire. Donc j'ai décidé de relire un livre qu'on m'avait offert qui s'appelle Les Vertus de l'échec, qui a été fait par un philosophe qui s'appelle Charles Pépin. Et du coup, j'ai pris des notes sur ce que je voulais raconter en philosophie, parce que je connais pas par cœur. En fait, il y avait l'idée de ne pas s'essentialiser dans l'échec, dans le sens où quand tu as un échec, faut pas que tu te dises qu'est-ce que ça dit de moi, mais plutôt qu'est-ce que je vais en faire. Et donc j'avais comme exemple le fait que moi j'ai raté 16 fois les concours de Sciences Po, et c'est un vrai chiffre. 16 fois. Ouais, parce qu'à l'époque, le concours commun n'existait pas, donc il fallait aller dans chaque IEP. Et après, je me suis dit, si, je continue, je le refais. Après, j'ai raté 3 fois tous les conservatoires de théâtre. Ensuite, j'ai raté les Beaux-Arts. Et après, c'est vrai.
Et je me disais, l'échec, il permet deux trucs. Soit de persévérer, clairement j'ai persévéré, mais au bout d'un moment, comprendre qu'il faut bifurquer et toquer sur une autre porte. Et moi, l'autre porte, c'était j'ai commencé à faire du graphe parce que c'est gratuit. Vu que les Beaux-Arts voulaient pas que je m'entraîne chez eux, je pouvais m'entraîner sur les murs. Et c'est la même année où j'ai fait du stand-up parce que c'est gratuit, j'ai pas besoin de faire partie de... C'est tiroir que tu as. C'est une commode, ma J'aurais cru que c'était normalement essence, Et là, je suis là. Waouh, attends, je te suis à fond. Et alors la porte à toquer pour moi, c'était bon, ok, pas actrice, alors blague de bite sur scène et tire sur mon doigt, quoi. Voilà, en gros, de ton échec peut un jour faire une victoire. Et l'échec, il permet d'apprendre à se connaître. Et peut-être même tu peux avoir une meilleure estime de toi quand tu t'es reconstruit après cet échec. C'est la rencontre déjà, avec tu toi. te relèves, donc déjà tu peux te dire que tu es vivant après le truc. Ça t'exerce à la résilience et de cette résilience, peut-être parfois on peut en gagner une estime de soi et se dire j'ai réussi à traverser tout ça. Est-ce qu'en vieillissant, votre rapport à la loose il change et ça devient un peu une pote? Je pense qu'avant un certain âge, c'est pas une pote, c'est une ennemie. On s'en méfie, on fait peut-être moins de choses, on en a peur. On est dur donc avec nous-mêmes, et pas avec notre loose, mais avec nous-mêmes. Et passé un certain âge, on finit, il y a un moment où j'ai commencé à rire de ces moments que j'appelais encore une fois de la loose, mais qui après, passé un certain âge, je me dis, en fait, c'est pas vraiment de la loose, quoi. Non, c'est même un peu cool ce qui vient de se passer. Ouais. C'est un peu drôle, parce que ça se trouve, je serais allé au bon endroit, bah je serais mort parce qu'un piano est tombé. Non mais c'est pas, tu vois. Au pire, il se serait rien passé. Au pire, il se serait rien passé. Là, il s'est passé un truc. J'ai même réussi à rire seul. Et donc, c'est une façon que j'ai maintenant de voir les choses où je trouve de moins en moins que certains moments que j'appelais de loose à l'époque en sont aujourd'hui. Déjà, je me suis rendu compte qu'il existait, genre à 100 mètres de nous, des personnes qui ont un talent de dingue pour débloquer le truc que nous, aujourd'hui, là, on appelle une loose, mais qui en vrai est juste la life de tous les gens du monde. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais c'est nous, alors comme c'est nous un peu plus, voilà, ça n'arrive qu'à moi, c'est toujours moi, mais pourquoi c'est toujours moi qui souffre alors que bah non, en fait, tout le monde a ce problème-là, mais juste, c'est la différence d'appréciation. Ils n'en font pas un spectacle. Voilà, ils n'en font pas un spectacle, ils ne savent pas le faire, tout le monde n'a pas notre talent. Mais en tout cas, et je te jure, il y a une fois, j'ai rencontré une thérapeute, c'était pour un chagrin d'amour, voilà, j'arrivais pas à m'en sortir, etc. Je suis allé voir cette dame. Et la première, je suis sûr, au bout de, je sais pas, 10 minutes, j'étais en train d'essayer de surexpliquer mon histoire tellement je pensais qu'elle était tellement unique qu'elle ne pouvait pas la comprendre. Or, en fait, je lui ai dit ce qu'on lui avait dit 1 heure avant, 2 heures avant, au début de sa formation au Moyen-Âge. Ce que n'importe quel humain vit, en fait, quand il aime quelqu'un. Elle fait genre, elle fait oui pendant ta phrase pour que tu comprennes qu'il faut que tu arrêtes parce qu'elle va te le dire là maintenant. Ouais. Tu vois ça? Oui, non, oui. Et puis après, elle n'a pas ouvert la porte. Ouais. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire depuis le début. En fait, vous vivez ce que tout le monde vit et vraiment, solution. Mais quand même, je trouve qu'il y a un côté qui est joli dans l'amour, c'est que finalement, on ne maîtrise pas trop. Ça saurait. Non, mais tu as l'air de dire. Il y a vraiment des schémas, il y a vraiment des règles et des trucs, mais ça se saurait quand même. Bah, ça si saurait. tu t'intéresses à la thérapie, oui. Non, mais il y a vraiment un truc. On serait tous très heureux en couple si c'était vrai. Mais t'as pas fait de thérapie. Mais non, j'ai pas fait de thérapie. Mais si c'était à ce point-là vrai, avec une prescription. Si c'était à ce point-là vrai, on m'aurait convaincu que les thérapeutes te donnent les clés pour trouver l'amour. Mais ils te donnent pas les clés, ils te permettent. En fait, c'est comme si tu as une bagnole. T'as une bagnole, Arnaud. J'aime bien la bagnole. T'as une bagnole. En tant que garçon, tu aimes les voitures. T'as un problème avec ton moteur, mais tu te dis, je vais rouler quand même, c'est pas grave. Tu vas jamais chez le garagiste. En fait, le thérapeute, c'est le garagiste, c'est pas ce. Il va t'aider à comprendre ton moteur. Tout doit pas être toujours. Mais donc, on peut être heureux en amour que en voyant un psy? Non, on peut pas être Parce heureux. Parce qu'en fait, moi, il y a un truc d'idéalisation aussi, le fait que j'ai jamais vu de psy. Moi, j'ai jamais vu de psy. Hein. J'ai vu des thérapeutes. Quoi? Moi, j'en ai vu au moins. J'ai jamais été dans un cabinet où je suis. Moi, c'est pas mon délire en fait de parler. Par contre, j'ai fait de l'hypnose, de la sophro. J'ai cherché des trucs pour comprendre. J'ai fait des stages de thérapie de groupe. Enfin, tu vois, y a pas que s'asseoir sur un canapé. Peut-être que c'est pas ton délire. Hein. D'être avec quelqu'un et de parler. Peut-être que si t'as quelqu'un qui t'hypnose, tu règles des trucs, tu vois. Il y a 1000 milliards de... C'est la thérapie d'Arnaud, en fait, qu'on fait là. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'il est... Ouais, peut-être c'est ça. Ça me fait Redis-moi le nom de la personne. Ouais. Parce que ça arrive aux rêveurs, en fait. Je pense que c'est des rêveurs et des rêveuses depuis tout jeune. C'est-à-dire que, en fait, dans le rêve, il y a une forme d'anticipation idéalisée de ce que tu voudrais qu'il t'arrive et il y a la réalité. Et il y a la réalité après que tu te prends à chaque fois dans la gueule. Mais en fait, comme tu vas, tu dis, ok, ça se trouve, la semaine prochaine, je serai président. Ça se trouve. Voilà. Et ben non, en général, tu n'es souvent pas président. En fait, tu l'es beaucoup plus moins que tu l'es. Je pense que forcément, quand tu passes ton temps à fantasmer ta vie comme ça, tu es souvent déçu.
Mais après, ce qu'on appelle, nous, de la loose, et puis après, on en fait notre métier, etc. Et puis, on s'en sort comme on peut de notre machin, on se désenglue de la loose en faisant nos spectacles, etc. Il y a d'autres gens qui voient ça juste comme un moment ponctuel de leur vie où Ludovic Lacombe, machin, Coralie, et Jérémy, où Vanessa était juste pas là ce jour-là, tu vois. Alors, si tu regardes cette vidéo que tu crois pas en toi, putain, ça va commencer terriblement à ressembler à une performance pour Arte. Pardon, mais ça. Moi, on a passé ma life à me dire oui, t'es un peu trop en journalisme, on m'a renvoyé de tous mes tafs et tout. Et un jour, j'ai dit à mon père que sûrement mon travail, ce serait ma propre personnalité, ce sur quoi il m'aillerait dessus en me disant que j'étais une connasse et que j'avais fait 7 ans d'études pour rien. Mais quelque part aujourd'hui, je lui prouve qu'il a tort. C'est pas grave d'être trop intense. Va faire la fête, protège-toi. N'oublie pas, c'est très important. Pas de bébé quand même. Et aussi, un dernier mot de la fin. Oublie pas que t'es un roi et une reine. Regarde à tes pieds, il y a sûrement une couronne. Ouh. Mise en abîme. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas au top de ta forme, sache que tu n'es pas seul et que le temps fait toujours son œuvre. En tout cas, moi, c'est ce qui m'aide à avancer, c'est que si je peux avoir confiance en une chose, c'est le temps. Je t'embrasse. Très bien. Ah putain, je sais pas du tout ce que je vais dire. Ah putain. Bah, si tu regardes cette vidéo et que ça va pas trop, est-ce que tu peux faire quelque chose pour toi, un truc juste très simple qui te fait du bien? C'est pas forcément bouffer un paquet de gâteaux, un truc et pour te rassembler et être dans ta propre équipe. Voilà. Super. L'enfer. Eh ben, Vanessa. Mini